Alors, merci à tous et bienvenue au deuxième webinaire Mennum BFC. Alors, avant de commencer, quelques règles d'or. Les micros et les caméras sont automatiquement coupés via Zoom Webinaire, donc vous n'avez besoin de rien toucher. Vous pouvez poser vos questions via le bouton questions-réponses en bas au milieu. Nous relevons toutes vos questions au long du webinaire et nous y répondrons durant un temps consacré à la fin. Pensez bien à indiquer vos noms et prénoms sur votre profil Zoom pour qu'on puisse vous donner la parole. Nous avons envoyé dans un email de rappel un Framapad. Sur celui-ci, vous allez retrouver nos contacts ainsi que celui des intervenants. Ensuite, nous allons reporter aussi les questions posées. Nous allons partager, pour ceux qui n'ont pas eu le lien, dans la discussion. Ce webinaire est entièrement enregistré et sera disponible sur notre site internet mennum-bfc.fr et sur la chaîne YouTube du GIP Territoire Numérique Bourgogne-Franche-Comté. À la fin du webinaire, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction. Merci à vous et je vous souhaite un bon webinaire. Alors avant de commencer, tout d'abord, on a mis en place avec l'équipe de Mennum BFC, dans le cadre d'une nouvelle série de webinaires thématiques, des Open Badges. Qu'est-ce qu'un Open Badge? Ce sont des badges numériques qui enferment des informations sur vos compétences, sur les projets auxquels vous avez participé. Aujourd'hui, puisque vous participez au webinaire thématique Mennum BFC sur les outils PIX, vous allez recevoir à la fin de celui-ci un Open Badge. Tout d'abord, avant de commencer, nous accueillons l'équipe de Mennum BFC du GIP Territoire Numérique et son directeur Gilles Delamarche pour une présentation du dispositif Mennum BFC au sein du GIP. Gilles, Merci je laisse la Sarah. parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux avec Mathias Murmillo de vous accueillir sur ce webinaire consacré à PIX et au service des lieux de médiation numérique. Le projet Hub Mennum BFC fait partie intégrante du GIP Territoire Numérique. À juste titre, puisque l'ADN de Territoire Numérique depuis sa création, c'est finalement un portage de projet en mode collaboratif avec des acteurs de terrain, avec des acteurs métiers, dans un mode de co-construction. Donc, pour avoir participé à une bonne partie des travaux réalisés par l'équipe Mennum et brillamment animé, j'ai le sentiment que sur les questions de labellisation notamment, vous êtes vraiment dans cet esprit de co-construction et je crois que ça a vraiment du sens. Je pense que les démarches, elles doivent s'inscrire sur le terrain, elles doivent être conduites en mode transversal et c'est ensemble qu'on construit l'utilisation des usages numériques d'aujourd'hui et de demain. Je voulais rappeler ces mots en propos introductifs parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, qui est en amont des services que la plateforme Territoire Numérique porte auprès des collectivités territoriales et d'autres acteurs comme le monde de l'entreprise ou des structures associatives. Donc, il est important pour nous d'avoir cet accompagnement, ce regard croisé avec les gens qui sont en écueil, apprentissage sur les usages numériques. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mathias Murmillo qui va vous présenter son activité au sein de Territoire Numérique et qui vous présentera l'équipe de nos collègues de la médiation numérique et de Hub Mennum BFC. Mathias, sans plus attendre, je te laisse le soin de poursuivre. Bonjour à tous. Alors effectivement, le groupement est une structure qui a une quinzaine d'années d'existence, quelques 1800 adhérents, dont le cœur de métier est d'accompagner l'avènement de la société de l'information par la mise à disposition des solutions informatiques. Conditions indispensables, c'est bien, c'est nécessaire, mais conditions insuffisantes. Nous nous sommes rendus compte au fil des années que le numérique pouvait être une source de souffrance et que les compétences numériques pouvaient faire défaut, et ce, quelle que soit la population en face. Et que l'inclusion numérique était donc l'affaire de tous.
C'est pour ça, il y a quelques années, notre président et les instances de gouvernance du groupement ont décidé de créer le nouveau service, le service dédié à la médiation numérique, que nous avons appelé MedNum BFC. Le dispositif qui était initialement financé par la Banque des Territoires et qui, depuis cette année, va être entièrement intégré, pérennisé grâce au fonds du groupement, ce qui témoigne de l'importance que nous accordons à ces questions de la médiation numérique et à son outillage, notamment à travers Pixorga, et c'est bien le sujet de ce jour. C'est pourquoi je vais m'arrêter là en laissant le soin à mes collègues Corinne, Jean-Christophe et Sarah qui constituent le service MedNum BFC de se présenter et d'introduire l'ordre du jour de notre atelier. Merci Mathias, merci Gilles. Donc, effectivement, c'est bien dans ce cadre MedNum BFC, dans un cadre d'animation et d'accompagnement, qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter les outils Pix. Donc, le programme de ce webinaire. Dans un premier temps, l'équipe Pix, constituée de Déborah Daubert et Romain Ferrand, vous présentera leur structure. Puis, ils présenteront les outils en faveur de la médiation numérique Pixorga, ABC Pix et ABC Diag. Et enfin, ils présenteront l'offre pour les lieux de médiation numérique et comment en bénéficier. Enfin, à la fin de ce webinaire, nous consacrerons un temps à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le bouton questions et réponses de Zoom. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Déborah Daubert et Romain Ferrand, tous deux chargés de mission partenariat et développement au sein de Pix. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc on va partager notre écran. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Tout à fait. Super. Bah, déjà, avant de commencer, on tenait à remercier très chaleureusement, vous remercier très chaleureusement de l'invitation que vous nous avez faite et l'occasion que vous nous offrez de venir présenter Pix et la façon dont on se déploie dans la médiation numérique. Donc, comme le disait Sarah, on va commencer par une présentation générale de Pix avant de rentrer un peu plus dans le détail sur la façon dont Pix se déploie dans la médiation numérique et la façon dont vous, en tant qu'acteur de la médiation numérique, vous pouvez en disposer. Alors, peut-être quelques mots de présentation. Donc, je m'appelle Déborah Daubert, chargée de partenariat et de développement chez Pix, et je laisse Romain se présenter. Et je suis Romain Ferrand, également chargé de mission et partenariat chez Pix. Voilà, donc on est tous les deux en charge du déploiement de Pix. On a deux casquettes au sein des collectivités territoriales et de la médiation numérique. Alors, quelques chiffres, même si on va passer très vite, puisque j'imagine que vous les connaissez par cœur. Donc, 13 millions de Français aujourd'hui sont considérés comme étant en difficulté avec le numérique à l'heure où la dématérialisation s'accélère. C'est un chiffre qui est alarmant et qui met au premier plan plus que jamais le rôle de la médiation numérique dans l'accompagnement et le développement des compétences numériques de tous. Un autre chiffre, 40% des Français sont inquiets à l'idée de réaliser des démarches en ligne. Donc là, on parle également de compétences et de l'idée d'être à l'aise avec l'exercice de ces compétences. Et enfin, dernier chiffre qui nous paraît également intéressant, c'est que 34% des habitants des villes moyennes disent ne pas profiter du tout des opportunités offertes par le numérique. Donc, on a en plus une dimension territoriale à prendre en compte quand on parle d'inclusion numérique ou de fracture numérique. Donc, ces chiffres-là, je vous disais, vous les connaissez par cœur. Nous, c'est les chiffres sur lesquels on s'est appuyé. C'est le constat un peu qui est à la base de Pix et où l'idée, quand on parle de déploiement du numérique, c'est de dire qu'en fait, on parle de, même si le sujet de l'équipement reste un sujet, en fait, le sujet de l'appropriation du numérique est surtout un sujet de maîtrise des compétences et que, en fait, le constat initial, c'était de se dire qu'on manquait, en fait, collectivement de repères pour savoir se situer en termes de maîtrise du numérique, savoir où on en est, qu'est-ce qui est maîtrisé, qu'est-ce qui est moins bien maîtrisé. Donc, c'est vraiment le constat qui est à la base de Pix. Donc, notre mission chez Pix, c'est donc d'aider chacun à se repérer et à cultiver ses compétences numériques tout au long de sa vie.
Chacun de ces termes sont importants et dès chacun, c'est la vocation que l'on a de pouvoir proposer un service qui s'adresse à la fois à des publics qui ont déjà un premier bagage, à des publics experts, mais aussi à des publics qui sont débutants. Donc, on a une mission universelle, entre guillemets, et PIC, ce n'est pas un outil des débutants, ce n'est pas un outil des experts, d'experts du numérique, il y a bien à la base une vocation universelle qui est assez structurante dans la plateforme. Ensuite, vous avez la notion de repérage que j'évoquais à l'instant. Donc, c'est l'idée de pouvoir savoir se situer individuellement, mais aussi permettre à une personne qui nous accompagne, donc, par exemple un médiateur numérique, un formateur, de diagnostiquer les compétences numériques de la personne qui l'accompagne. Et on y reviendra tout au long de cette présentation. Enfin, dernier volet, c'est aussi de dépasser le volet diagnostic pour pouvoir s'appuyer sur la plateforme tout au long de sa vie pour cultiver et développer ses compétences numériques. Donc concrètement, PIX, c'est un service public en ligne qui rend 3 services. L'évaluation, donc ce que je viens de vous présenter, le côté je mesure mes compétences, je viens sur la plateforme pour savoir où est-ce que j'en suis. Le développement, dépasser justement le côté diagnostic pour aller s'appuyer sur la plateforme pour développer ses compétences numériques et on verra quels outils on met à disposition pour servir le développement des compétences numériques, mais aussi la valorisation des compétences numériques qui passe par la certification, puisque PIC, c'est une certification aussi des compétences numériques, donc officielle, reconnue par l'État et le monde professionnel. Formellement, on est un service qui est porté par un groupement d'intérêt public, donc depuis 2017, dont sont membres le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le CNED, le CNAM et l'Université ouverte des humanités qui est à Strasbourg. Un dernier élément de présentation un peu général qui relève aussi des partis pris de la plateforme, c'est l'idée que PIC, c'est un outil, un service qui est en constante évolution. Depuis le début, les évolutions de PIC sont pensées avec ses utilisateurs, qu'ils soient d'ailleurs utilisateurs individuels ou prescripteurs. Donc par prescripteurs, on entend des formateurs, des médiateurs numériques, des profs du collège, du lycée. Donc tous ces acteurs qui utilisent PIX contribuent aux évolutions de PIX, donc à plusieurs niveaux. Le premier, c'est par les signalements qui nous sont faits depuis les épreuves. Donc, tous les jours, on reçoit plusieurs centaines de signalements depuis nos épreuves de mémoire. Il me semble qu'en moyenne, on en reçoit entre 600 et 700. Donc, ça nous aide à faire évoluer le contenu, le cœur du réacteur que sont les épreuves, en fonction des retours, qui peuvent être des retours de l'ordre ça ne fonctionne pas, mais aussi plus largement des retours sur des sujets qu'on pourrait plus traiter. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet un peu plus communautaire, où on s'appuie sur des acteurs qui nous proposent des ressources. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Dans PIX, on propose des tutos qui sont accessibles en ligne gratuitement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir développer cette communauté pour pouvoir mettre en avant certaines ressources qui sont de qualité, accessibles en ligne gratuitement, directement depuis PIX, pouvoir les valoriser. Quand on fait des évolutions j'allais dire plus techniques, en tout cas plus fonctionnelles sur la plateforme, on le fait toujours après avoir fait des panels avec nos utilisateurs, c'est-à-dire qu'on se déplace dans des lieux de médiation numérique, dans des collèges, dans des administrations pour tester les évolutions de la plateforme, que ce soit la plateforme PIX, la plateforme PIXorga que l'on évoquera. À chaque fois, les évolutions, que ce soit celles qui sont pensées ou à venir, sont vraiment pensées et conçues avec les acteurs de terrain. Et donc, c'est lié à ce que je viens de dire, les évolutions sont directement corrélées aux remontées de terrain que les acteurs peuvent nous faire. Donc, tout ça, c'est pour dire que PIX, ce n'est pas un produit fini. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec les adaptations qui ont été faites pour la médiation numérique découle directement de 2 ans d'expérimentation avec des territoires qui ont été pilotes pour construire les adaptations de PIX pour la médiation numérique. Donc, même si aujourd'hui, on a certains outils qui sont disponibles sur étagère, ce pas des outils finis. Nous, on est très preneurs de vos retours terrain, que ce soit des retours sur la plateforme, des retours sur vos scénarios d'usage, des retours sur le contenu. N'hésitez jamais à nous les faire parce qu'on est
On est très preneurs pour pouvoir faire évoluer tout simplement PIX au bénéfice de tous. Hop, et je vais laisser Romain donc, présenter un peu plus dans le détail PIX, comment ça marche. Merci Déborah. Alors effectivement, après cette petite introduction, on va voir un petit peu plus en détail comment la plateforme fonctionne. Alors pour évoluer sur PIX, on peut se créer un compte qui va être personnel et gratuit, c'est-à-dire qu'on a un service public, donc chacun va pouvoir se créer un compte de façon gratuite sur notre site. La création se fait de façon assez simple, une création de compte classique. Ce compte, c'est assez important, il va être accessible tout au long de la vie, c'est-à-dire que c'est un compte, il y a un espace personnel qui va nous suivre tout au long de la vie. Donc qu'on soit collégien, lycéen, jeune actif ou même retraité, on aura tout au long de notre vie le même compte et on va pouvoir retrouver sur notre compte personnel toutes les évolutions de profil et toutes les compétences qui ont été capitalisées. Alors, chez Pix, pour justement développer les compétences numériques et mesurer les compétences numériques des citoyens, on va proposer des épreuves qui vont permettre de tester 3 facettes des compétences. Ces facettes, ça va être le savoir-faire, les connaissances et la capacité à identifier des enjeux. Alors concrètement, comment on va mesurer les compétences numériques des citoyens et les développer? Ça va se faire grâce à des épreuves qui peuvent très bien se proposer un environnement réel, c'est-à-dire qu'on va par exemple proposer des simulateurs embarqués. Ça, c'est plutôt pour les profils de bas niveau, les profils débutants, on va leur proposer un simulateur embarqué qui va par exemple les plonger dans un environnement de bureau pour qu'ils puissent directement sur la plateforme manipuler des fichiers. Donc la deuxième brique, justement, ça va être la manipulation de fichiers. Nos épreuves vont proposer aux usagers d'aller directement manipuler des fichiers, c'est-à-dire par exemple les enregistrer sous un certain nom, les télécharger ou aller par exemple aller inspecter leurs propriétés. La troisième brique, ça va être que Pix va proposer aux usagers de résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans un aspect ludique du développement des compétences numériques. On va, par exemple, proposer des défis, des enquêtes. En fait, on propose tout ça parce qu'on a pris le parti d'être le moins possible dans du QCM, donc dans quelque chose d'assez scolaire, mais on essaie le plus possible de proposer des épreuves qui se veulent ludiques, qui se veulent justement marrantes, pour donner envie justement à l'usager et de le faire progresser sans même qu'il ne s'en rende compte. Hop. Alors ces épreuves, vous le voyez, elles vont suivre l'architecture du référentiel de compétences Pix, qui est une déclinaison du cadre de référence européen qui le dit tout. Donc, notre référentiel de compétences, il va s'appuyer sur 5 grands domaines de compétences. Donc, vous les voyez à l'écran, ça va être information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité et environnement numérique. À partir de ces 5 grands domaines de compétences, donc qui sont des domaines assez transverses et qui couvrent tous les aspects du numérique, vont se décliner ce qu'on appelle des compétences numériques transversales, c'est-à-dire en fait des sous-compétences. On va dire qu'on a affiné les grands domaines de compétences. Ensuite, à partir de ces compétences numériques transversales, vont se décliner ce qu'on appelle des sujets, c'est-à-dire des sujets très concrets qu'on va venir tester, donc des thématiques assez concrètes. Par exemple, pour vous illustrer, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, sur la compétence information et données, on va avoir des compétences numériques transversales comme mener une recherche et faire une veille d'information. Et à partir de cette compétence numérique transversale, vont se décliner 5 ou 6 sujets. On aura par exemple le sujet savoir rechercher la source d'une image, savoir ce qu'est une fake news. Enfin, il faut savoir que les sujets vont se décliner en ce qu'on appelle des acquis, c'est-à-dire la maille la plus fine des acquis qu'on va vouloir tester, donc qui vont se répartir sur des niveaux. Actuellement, on a un référentiel de niveau qui va du niveau 1 au niveau 6. Les niveaux 1 et 2, on va dire que c'est les niveaux débutants. Les niveaux 3 et 4, on va parler de conquête de l'autonomie. Et au-delà, 5 et 6, ça va être du niveau un peu plus expert. Aujourd'hui, les niveaux 7 et 8 ne sont pas encore ouverts.
Alors, en répondant aux épreuves, l'utilisateur va compléter ce qu'on appelle son profil de compétences. Je l'ai dit, qui va le suivre tout au long de sa vie. Ce profil de compétences, il va afficher, vous le voyez en haut à droite, un nombre global de pics, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'usager va répondre à des épreuves et tester ses connaissances, il va accumuler un nombre global de pics. Il va également retrouver sur ce profil de compétences un niveau compétence par compétence. C'est-à-dire qu'on est venu affiner à la maille de la compétence le niveau de maîtrise de l'usager sur une compétence en particulier. Alors ici, on va voir comment justement on arrive à mêler évaluation et montée en compétences. Alors, la première brique, ça va être très lié avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'on va proposer d'apprendre en se testant. Par exemple, on va inciter l'usager à aller chercher une réponse sur Internet s'il ne connaît pas la réponse. Parce que chez Pix, on va considérer que ça fait partie des compétences numériques nécessaires que d'aller savoir mener une recherche si on ne connaît pas la réponse. La deuxième chose qui va justement favoriser l'apprentissage en se testant, ça va être qu'on va proposer un environnement ludique qui va valoriser l'acquisition de compétences. Donc cet environnement ludique, on l'a vu, ça va passer par la résolution de défis, d'enquêtes, vraiment des choses très, très, très ludiques qui vont s'éloigner le plus possible de quelque chose de scolaire et du QCM. Enfin, la troisième chose, ça va être que les usagers vont avoir la possibilité de retenter les questions échouées, c'est-à-dire qu'on va encore une fois s'éloigner du monde assez scolaire. On va donner la possibilité à l'usager d'aller retenter pour être justement dans une logique d'apprentissage, retenter s'il n'a pas eu la bonne réponse. Et ensuite, on va l'inviter à aller consulter des tutos. Alors justement, qu'est-ce que sont les tutos chez Pix? Chez Pix, on va recommander des tutos qui sont en fait des capsules de formation qui vont être de toutes origines. C'est-à-dire que pour chaque épreuve jouée, on va proposer un tuto ou plusieurs tutos qui vont permettre soit d'aller répondre à la question si l'usager a eu faux, donc qui vont être des tutos au plus proche de l'épreuve. Vous le voyez, ça va être les tutos pour réussir la prochaine fois. Le deuxième type de tuto qu'on va proposer, ça va être des tutos pour aller plus loin sur le sujet de l'épreuve, donc qui vont servir à découvrir, à aller plus loin, approfondir une thématique, donc les tutos pour en apprendre davantage. Il faut juste savoir que chez Pix, on ne va pas développer de tutos en interne, on va faire justement tout un travail de veille sur Internet parce que on considère qu'il existe de très bonnes ressources sur Internet, donc nous, on se propose d'aller faire un travail de veille pour sélectionner les tutos qui sont les plus adaptés à chaque sujet et également au niveau de chacun. Alors enfin, la dernière brique, ça va être justement valoriser l'apprentissage. Comment Pix réussit à valoriser l'apprentissage de chaque usager? Tout d'abord, cette valorisation va passer par un apprentissage progressif grâce à un parcours adaptatif. Alors, il faut savoir que, et là, on va ouvrir un petit peu le capot et on va un peu vous déballer la machinerie interne, mais on va s'appuyer chez Pix sur un algorithme qui va justement proposer des questions qui vont être adaptées au niveau de chacun. C'est-à-dire que pour être un petit peu plus concret, quand un usager va commencer un parcours sur Pix, l'algorithme il va proposer par défaut une question de niveau 2. Donc je l'ai dit, on a un référentiel aujourd'hui de niveau qui va du niveau 1 au niveau 6. Et en fait, en fonction de ce que l'algorithme va détecter, on va monter en difficulté si l'algorithme se rend compte que l'usager est plutôt à l'aise avec les compétences testées. Et au contraire, on va baisser en difficulté si l'algorithme se rend compte que l'usager est en situation de fragilité, voire de fracture numérique. Donc voilà, les questions dans Pix vont vraiment s'adapter au niveau de l'utilisateur en fonction des réponses données, donc en temps réel. Enfin, et ça c'est assez important parce qu'il n'y a pas de petites victoires et de petits pas, on va venir valoriser ce qu'on appelle les petits pas. C'est-à-dire qu'à chaque niveau gagné, donc, on va venir le signifier à l'usager quand vous voyez, quand un nouveau niveau est atteint. On va venir le signaler grâce à une petite pop-up qui va vraiment le valoriser, le rassurer et lui dire qu'il est en fait en apprentissage constant.
La deuxième chose qui va nous servir à valoriser ce qu'on appelle les petits pas, ça va être qu'on va afficher la marge de progression. Et ça, c'est assez important parce que depuis le profil de compétences, l'utilisateur de Pix va pouvoir visualiser sa marge de progression et voir ce qu'il lui reste à faire, ce qu'il lui reste à faire pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Enfin, ce qui va nous servir également à valoriser l'apprentissage des usagers, et Déborah en a parlé au début, ça va être qu'on va venir proposer une certification PIX qui va être reconnue par l'État et le monde professionnel. Alors, l'objectif de cette certification, il est assez simple, ça va être justement de valider la sincérité du profil obtenu par le candidat lors des positionnements. Donc, cette certification, c'est une certification assez classique qui va se dérouler dans un centre agréé par PIX, donc dans des conditions d'examen tout aussi classiques. On va vérifier son identité et il va passer ce test de certification dans un environnement surveillé. Alors là c'était vraiment la présentation de ce qu'on peut appeler le PIX grand public. Après, ce dont on s'est rendu compte quand on a commencé à travailler avec des structures de médiation numérique, c'était que pour permettre que PIX puisse être utile dans un cadre de médiation numérique, c'est-à-dire tant pour les médiateurs numériques que pour les personnes suivies dans des espaces de médiation numérique, il y avait besoin d'adapter la plateforme aux besoins donc, des publics de la médiation numérique. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc, ces travaux en fait s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre PIX et le programme Société numérique donc de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, c'est un partenariat qui est en place depuis 2 ans, qui a pour objectif, donc de ce que je viens de dire, d'adapter PIX aux besoins de la médiation numérique en travaillant sur 3 volets. Le premier, c'est la plateforme. Comme vous le disiez, Romain, pour accéder à PIX, par exemple, il faut se créer un compte. Or, on s'est rendu compte que pour des publics débutants, c'était vraiment un mur à l'entrée que de se créer un compte avec une adresse mail. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un cadre de médiation numérique, on prévoit la possibilité, par exemple, de contourner cette obligation de création de compte. Donc, c'est un des exemples de l'adaptation de la plateforme pour les publics de la médiation numérique. Le second volet, c'est plus autour des contenus. Donc, on a eu une attention particulière autour des questions PIX de niveau, puisque maintenant vous parlez le PIX grâce à Romain, donc de niveau débutant, c'est-à-dire les niveaux 1 et 2, pour pouvoir proposer donc, des épreuves avec des modalités d'évaluation adaptées à l'acquisition des compétences numériques essentielles. On a par exemple développé les simulateurs embarqués, les simulateurs de bureau, les simulateurs de fichiers qui permettent à des publics débutants de développer leurs compétences numériques sans avoir à naviguer entre plusieurs onglets. Donc ça, c'est un aspect aussi d'amélioration sur le volet contenu. Et le dernier volet, c'était sur les scénarios d'usage, finalement pouvoir regarder à partir du terrain quels étaient les besoins pédagogiques du médiateur et voir comment PIX pouvait l'outiller donc dans l'accompagnement qu'il propose à son usager et aussi comment PIX peut s'intégrer dans le parcours d'inclusion numérique de l'usager, c'est-à-dire venir, par exemple, proposer un diagnostic quand il y a besoin d'un diagnostic pour orienter vers une action d'accompagnement, par exemple, faire un avant-après quand c'est pertinent. Enfin, voilà, l'idée, on est venu vraiment regarder les scénarios d'usage sur le terrain pour adapter PIX à ces scénarios et répondre aux besoins tant côté médiateur que côté usager. Alors, donc, de ces travaux ont émergé différents éléments qu'on va vous présenter. Donc, le premier, c'est justement l'ABC Diag et l'ABC PIX. On en a beaucoup parlé, on va maintenant rentrer dans le détail. Donc, c'est en réalité des parcours spécifiques pour la médiation numérique. Donc, on va vous expliquer ce que ça veut dire, des parcours spécifiques. Le deuxième élément, c'est un kit de déploiement qui est proposé aux acteurs de la médiation numérique justement pour faciliter l'intégration de PIX à vos pratiques, parce que PIX, nous on pense que c'est un bel outil, mais c'est un outil qui demande quand même du temps pour être intégré de façon pertinente aux pratiques, à la diversité
des besoins sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à vous mettre à disposition un kit de déploiement qu'on a construit avec les acteurs. Et le dernier volet, donc justement sur l'aspect outillage du médiateur et des besoins sur l'accompagnement des usagers, c'est l'interface dédiée qui s'appelle Pixorgal, qui permet de suivre l'apprentissage et la montée en compétences des apprenants. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces 3 aspects-là en essayant d'être le plus clair possible, en commençant par justement les parcours spécifiques pour la médiation numérique, l'ABC Diag et l'ABC Pix. L'illustration que vous avez là vise justement à expliquer ce que sont ces parcours spécifiques. L'idée, c'est un peu d'accompagner l'usager, le bénéficiaire, dans sa découverte du monde des compétences numériques, donc dans cette galaxie que sont les compétences numériques, en lui proposant pour chacune des étapes de la montée en compétences des outils adaptés. L'ABC Diag, c'est vous êtes encore un peu sur Terre, vous commencez à explorer, à regarder le monde des compétences numériques, mais vous restez dans un environnement balisé, dans lequel on essaie de vous mettre à l'aise. C'est vraiment l'objet de l'ABC Diag. L'ABC Pix, c'est vous commencez à explorer le monde du numérique, vous n'allez pas encore dans l'espace, mais vous commencez à l'explorer. Et à la toute fin, l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'usager de se balader tout seul dans Pix, c'est-à-dire de pouvoir explorer ce que vous a présenté Romain avec les 16 compétences et de pouvoir profiter des opportunités offertes par l'outil. Mais l'idée, c'est bien pour pouvoir arriver dans l'espace, de pouvoir faciliter l'exploration du monde du numérique. Voilà, ça c'était pour la poésie, l'image justement, pour vous faire comprendre la façon dont ces parcours ABC Diag et ABC Pix s'intègrent dans l'exploration du numérique. Pour être un peu plus concrète sur ce que ça veut dire un parcours spécifique, en réalité, il y a 2 modes d'accès à Pix et un seul profil de compétences. Donc jusqu'à présent, on vous a surtout parlé du mode d'accès libre, c'est-à-dire de l'utilisateur qui se connecte depuis pix.fr et va sélectionner une des compétences de son profil. C'est notamment intéressant pour des publics qui sont déjà assez à l'aise. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour des publics notamment débutants, il y a besoin de les prendre par la main, de venir flécher sur du contenu spécifique, adapté, et c'est tout l'intérêt de ce second mode d'accès que l'on va appeler le mode d'accès prescrit, où une organisation, une structure de médiation numérique a la possibilité d'inviter son usager à rejoindre des tests sur mesure, donc ces fameux parcours sur mesure, par exemple l'ABC Pix, et donc il va venir flécher plutôt que d'explorer l'ensemble du référentiel de Pix où toutes les briques ne sont pas forcément pertinentes quand on est dans une démarche d'inclusion numérique. Là, avec les parcours ABC Pix, on va venir flécher le contenu le plus pertinent quand on est dans une démarche d'inclusion numérique. Alors justement, pour rentrer dans le détail, en dehors de la petite image de la galaxie Pix, sur les parcours ABC Diag, ABC Pix, donc ils ont vraiment c'est vraiment 2 objectifs très différents. Le premier, l'ABC Diag, son objectif, c'est de pouvoir repérer rapidement la maîtrise ou la non-maîtrise de quelques notions et savoir-faire essentiels. Ça répond à un objectif de diagnostic. L'ABC Pix, c'est différent. On est plus dans une logique d'accompagnement, de pouvoir accompagner l'apprentissage des compétences numériques essentielles. Donc, c'est un test, vous l'aurez compris, qui est un peu plus long, qui va plus loin que l'ABC Diag. L'ABC Diag, justement, il est composé de 10 questions. Donc, 10 questions de niveau 1 dans Pix. Vous voyez, là, on va vraiment rester sur Terre pour reprendre l'image et l'affiler. On ne va pas venir explorer des compétences plus avancées. L'idée, je disais, c'est vraiment de pouvoir diagnostiquer rapidement. Donc, il est réalisable selon le niveau de l'utilisateur. Un grand débutant, l'ABC Diag, ça va pouvoir lui prendre beaucoup de temps. Mais bon, ce qu'on a mis là pour donner une fourchette, c'est qu'il est réalisable en 5 à 15 minutes et il peut ne pas nécessiter de création de compte préalable. En plus, il est aussi disponible directement depuis le site de Pix. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre très rapidement, sans création de compte préalable, sans aller sur quoi que ce soit, de diagnostiquer rapidement le degré de maîtrise ou de non-maîtrise de quelques notions et savoir-faire essentiels. Justement, sur le contenu, donc ce que l'on retrouve dans l'ABC Diag, ça va être par exemple la capacité à identifier des éléments courants de l'environnement numérique.
savoir reconnaître un clavier, un navigateur web, un courrier électronique ou encore un document. On va venir aussi vérifier la capacité à effectuer des manipulations de base, comme de la saisie de texte, le maniement de la souris et la capacité à télécharger, ouvrir un document. Donc derrière, c'est est-ce que la personne, elle sait naviguer entre deux onglets. Enfin, le dernier volet, justement, c'est la navigation. Donc là, on a 3 questions. On en a une première où on simule un formulaire administratif. Donc là, on va essayer de venir voir si la personne, elle comprend ce qu'est un champ, ce qu'est une case à cocher, ce qu'est une question à choix multiples. Une autre question sur un service en ligne de réservation de train. Donc là, on est encore sur un simulateur embarqué. On va essayer de voir comment la personne, elle interagit quand on lui demande de faire une réservation sur un simulateur de réservation de train. Et un simulateur de messagerie électronique. Donc là, voilà, on est vraiment sur de la base. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir, il y a les résultats qui sont proposés à la fin, qui vont vous donner un premier retour sur ce qu'a réussi ou pas l'usager. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de le voir en action, voir comment il interagit avec l'outil. Si, voilà, par exemple, sur le formulaire administratif, est-ce que pour lui, il sait qu'il faut cliquer dans un champ pour écrire. Enfin, vous voyez, toute la richesse de ce diagnostic-là vient aussi de l'observation et de ce que, l'idée, c'est de pouvoir vous permettre de voir votre usager en situation pour diagnostiquer. Donc, je le disais, avec 10 questions, son degré de maîtrise sur quelques notions, savoir-faire essentiels. Un petit exemple de scénario d'usage, justement, pour illustrer un peu la façon dont peut s'insérer l'ABC Diag dans le cadre d'un accompagnement. Donc là, on va rencontrer Robert. Robert, c'est un agent municipal, bientôt à la retraite, qui veut créer son dossier de retraite numérique. Donc, il est orienté par un proche dans un EPN pour constituer donc son dossier de retraite. À son arrivée, le médiateur lui propose l'ABC Diag en parallèle de l'entretien qu'ils ont pu avoir. Donc justement, ce que je disais là, le médiateur va pouvoir voir Robert interagir avec l'ordinateur et consulter ses résultats. Donc il va pouvoir voir que quelques gestes de base sont maîtrisés. Par exemple, Robert va savoir cliquer, saisir un texte, mais qu'il a des difficultés pour naviguer sur Internet, par exemple naviguer entre deux onglets. Les questions autour justement des simulateurs du site du formulaire en ligne ou du site de réservation de train, il est un peu plus en difficulté. Donc, le médiateur va pouvoir s'appuyer sur déjà son entretien avec Robert, enrichi des éléments de l'ABC Diag pour pouvoir proposer un accompagnement adapté à Robert pour l'aider à acquérir les compétences nécessaires pour créer son dossier de retraite et être autonome pour y retourner. Donc, au fil du temps, Robert progresse, donc il le sait, car il arrive maintenant à aller tout seul sur Internet. Et en plus, le médiateur lui a proposé de se repositionner sur l'ABC Diag, ce qui permet aussi de valoriser très concrètement, très visuellement, les progrès de Robert qui sont aussi visibles sur Pix, puisque ses résultats se sont améliorés par rapport au moment où il est arrivé dans le pays. Alors, les bénéfices pour Robert, c'est de se voir proposer un parcours adapté à son niveau réel. Au-delà du déclaratif, peut-être que Robert, il aurait eu tendance à minorer ce qu'il sait faire, parce que là, en l'occurrence, bien que Robert est plutôt débutant, en fait, il savait déjà faire quelques trucs. Donc, ça permet aussi de pouvoir le rassurer en début de parcours. Et côté médiateur, c'est très lié à ce qu'on se dit depuis quelques minutes. Donc, il a pu observer le comportement des usagers lors du test. Donc, ABC Diag est plutôt adapté pour des grands débutants. Il a des éléments factuels à observer lors du diagnostic. Il peut mesurer les progrès, faire l'avant-après, donc aussi valoriser Robert et le rassurer. Il peut proposer un parcours sur mesure et éventuellement, si c'est pertinent dans son EPN, constituer des groupes homogènes. Puisque là, il sait qu'avec Robert, il n'aura pas besoin de voir le maniement de la souris, puisque c'est un des éléments que Robert maîtrise.
Alors ensuite, sur l'ABCPIX, on le disait juste avant, l'ABCPIX, on est vraiment dans une logique d'accompagnement, de maîtrise des compétences numériques essentielles pour l'exercice de sa citoyenneté. On est sur un parcours qui est plus long, puisqu'il comporte en moyenne entre 35 et 70 questions. Pourquoi je dis en moyenne? C'est parce que les questions étant propulsées par un algorithme adaptatif, ce que vous disiez Romain juste avant, le nombre varie en fonction du niveau de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle on ne peut jamais savoir concrètement combien de questions seront posées. Donc, selon le niveau de l'utilisateur, là encore, à prendre avec des pincettes, il s'agit d'une fourchette indicative. On estime qu'il faut entre 45 minutes à 2 heures pour réaliser l'ABCPIX en entier. Donc, ce qui est un gros morceau, c'est la raison pour laquelle il est aussi possible de le proposer en sous-briques qui reprennent justement les thématiques que vous avez listées juste en dessous. Donc, dans l'ABCPIX, on aborde par exemple la connaissance des outils numériques, la maîtrise de la navigation Internet, les compétences liées à l'usage de services administratifs en ligne, l'utilisation de la messagerie électronique, la manipulation de fichiers et la création de textes, et la sécurisation de sa pratique. Donc ça, c'est finalement le bagage minimum pour pouvoir s'en sortir, pour voilà, exercer sa citoyenneté, accéder à des services en ligne. Donc je le disais, soit vous avez la possibilité de proposer l'ABCPIX en entier à vos usagers, soit vous pouvez proposer un module thématique, par exemple ABCPIX, utilisation d'une messagerie électronique, si par exemple vous avez un atelier sur la découverte de la messagerie électronique. Autre exemple, si vous avez quelqu'un qui est déjà un peu à l'aise dans le maniement de l'outil, mais qui n'est pas du tout sensibilisé aux enjeux de sécurisation de ses pratiques en ligne, ça peut être intéressant de lui proposer un module ABCPIX, sécurisation des pratiques. Un autre exemple, et puis après on fera peut-être une petite pause parce que j'imagine qu'il y a des questions. Donc un autre exemple avec Laura. Laura, donc, elle a déjà un premier bagage. Son problème, c'est qu'elle n'a pas accès, pour le coup, à l'équipement, aux outils numériques et elle souhaite faire ses démarches administratives en ligne. Laura, elle est orientée par la CAF. Donc, initialement, elle s'y rendait pour réaliser sa déclaration de ressources. Donc, comme Laura ne possède pas d'ordinateur, l'agent d'accueil lui suggère de se rendre dans un EPN pour ses prochaines démarches. Donc, comme Robert tout à l'heure, lorsqu'elle arrive dans l'EPN, le médiateur va proposer à Laura de tester ses compétences numériques avec l'ABC Diag. Il se rend compte à cette occasion-là que Laura, elle maîtrise plutôt la plupart des compétences de base avec l'ABC Diag. Donc, le médiateur va lui proposer d'approfondir. Donc là, puisqu'il sait qu'elle est à l'aise sur l'ABC Diag, il peut la projeter sur des usages et sur l'exploration de parcours un peu plus avancés. Donc, il va lui proposer un parcours ABCPIX et progressivement, en fait, il va suivre ses progrès grâce à son interface Pixorga. Et donc, progressivement, voilà, il va lui proposer un premier atelier, un premier parcours sur ABCPIX, découverte de la messagerie, ABCPIX, sécuriser sa pratique. Et en fait, au fur et à mesure, Laura, elle va compléter son profil PIX et le médiateur va pouvoir le voir, suivre son avancement depuis l'interface Pixorga. Donc, l'intérêt pour Laura, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur mesure, de pouvoir évoluer dans un groupe d'apprenants adapté à son niveau. Et côté médiateur, donc, comme précédemment, pouvoir s'appuyer sur un diagnostic généraliste, mais aussi pouvoir adapter la suite du parcours de Laura en fonction de ses besoins, pouvoir adapter le parcours aux besoins des apprenants, donc former des groupes homogènes selon les séances, parce que selon les sujets, même si on maîtrise les compétences de base, parfois on peut ne pas maîtriser ou ne pas maîtriser la messagerie, la sécurisation de ces pratiques. Donc là, le test peut être proposé en début pour former des groupes homogènes. Et ça permet aussi de valoriser l'apprenant tout au long de son parcours en jalonnant son parcours d'inclusion numérique de petites victoires, c'est-à-dire de pouvoir décrocher un bon résultat à l'ABCPIX, découverte de la messagerie, à l'issue d'un atelier sur la messagerie, de bons résultats sur ABCPIX, créer un texte, etc., etc. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais on va peut-être s'arrêter
éventuellement avant de poursuivre, parce qu'on vient de passer un gros bout de la présentation. Alors oui, il y a quelques questions. Corinne? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok, très bien. Oui, alors il y a déjà quelques questions. Alors il y a plusieurs grandes thématiques qui ont été abordées. La première question, alors plutôt générique sur Pix, concerne en fait la date de sortie prévue pour les niveaux 7 et 8. Alors, donc on a sorti le niveau 6 en décembre pour information, donc c'est tout récent. Sur les niveaux 7, à ma connaissance, je ne voudrais pas faire de fausses annonces, c'est en cours d'élaboration en interne. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de date de sortie fixée, mais c'est un sujet qui est en cours en interne. D'accord. Alors, une autre question, toujours sur Pix de façon assez générale, concernant justement le temps de l'évaluation. Est-ce que le temps de recherche compte pour l'évaluation? Personnellement, j'ai une connexion très lente dans le Morvan. Non, justement, les épreuves ne sont pas chronométrées, c'est-à-dire que vous pouvez prendre autant de temps que vous le souhaitez. C'est tout l'intérêt justement de Pix, et vous pouvez également, c'est assez important, vous arrêter en cours de parcours si vous avez autre chose à faire ou si vous voulez reprendre le lendemain. Les résultats sont automatiquement sauvegardés, et quand vous allez relancer le parcours, vous allez reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté. D'accord. Et puis, alors toujours une question de temps, mais sous un angle un peu différent, l'adaptation des questions par l'algorithme se fait-elle en fonction du temps de réponse aux questions? Non, ça se fait vraiment en fonction des résultats en temps réel à la question, c'est-à-dire si l'usager va échouer ou réussir la question, par exemple, de niveau 2, alors automatiquement, l'algorithme va tester l'usager sur une question de niveau 3, mais sur le même sujet. Ça dépend vraiment du résultat de la question, mais pas du temps passé sur la question. Oui, c'est par rapport à ce que disait Romain sur la façon que l'on a de mêler évaluation et montée en compétences. En fait, on considère que aller chercher la réponse sur Internet, si vous avez apporté la bonne réponse à la question en consultant un tuto, c'est pas grave, c'est justement un des éléments de posture que l'on cherche à développer chez l'usager. Donc, on ne pénalise pas si l'usager a mis 20 minutes pour répondre parce qu'il ne savait pas, il est allé chercher sur Internet, on va considérer que c'est juste et justement que c'est plutôt positif parce qu'on est plutôt dans une démarche entre l'évaluation et la montée en compétences. Alors, il y a un retour juste à l'instant dans le chat, effectivement, dans ABCDIAG, effectivement, où il est question de certaines épreuves qui sont chronométrées. Pas dans l'ABCDIAG. Alors, il y a quelques épreuves chronométrées, mais c'est quand ça se justifie pour mesurer la compétence. Par exemple, sur le copier-coller, c'est une épreuve chronométrée parce qu'on ne veut pas que les gens puissent recopier le texte, par exemple. Mais il n'y a pas de question chronométrée dans l'ABCDIAG, en revanche. D'accord, mais dans Pix… Dans Pix, oui, il peut y en avoir quand c'est légitime pour servir la mesure de la compétence. Sinon, non. D'accord. Un retour concernant le niveau 8. La question est posée de savoir si ce sera le dernier niveau ou s'il y aura d'autres niveaux par la suite. Alors, on décline le cadre européen qui est le DIGCOMP qui ne prévoit effectivement ce qui est déjà énorme, le niveau 1 jusqu'au niveau 8. Donc, a priori, ce serait le dernier qui monte déjà assez haut. Si vous allez voir, niveau 7 et 8, c'est être en capacité de créer des solutions numériques. Donc, on monte déjà très, très haut. Donc, on n'a pas encore… voilà, c'est le niveau maximum de la galaxie. D'accord. Alors, après, il y a d'autres questions qui concernent Pix de façon générale aussi. La certification en centre que vous mentionniez est-elle le C2I ou un équivalent? Oui, Pix remplace, c'est la raison pour laquelle Pix a été créé. Pix remplace le B2I, le C2I. Donc, on se déploie, on est passé rapidement, mais on se déploie aussi dans les collèges et les lycées où la certification Pix est devenue obligatoire pour tous les élèves de 3e et de terminale, donc en remplacement de ce qui existait au préalable.
D'accord. Alors après, on a d'autres questions qui vont plus concerner alors, les centres, des précisions sur les centres agréés. Effectivement, quelqu'un qui demande si les centres, si certains, excusez-moi, ces deux EPN peuvent être agréés centres PIX. Alors, il y a deux cas de figure. Soit l'organisation porte l'agrément en tant qu'organisation seule, entre guillemets, auquel cas, les organisations éligibles, ça va être des établissements publics de formation ou des organismes de formation labellisés Datadoc. Ou il y a une seconde possibilité qui est la candidature en réseau, où là, les critères sont un peu différents. Ils sont listés dans notre cahier des charges qui est accessible en ligne depuis notre site. Mais il y a la possibilité de porter une candidature en réseau. Et là, il me semble que ça pourrait permettre à des EPN d'être centre de certification sous réserve d'un nombre de candidats reçus sur 3 ans au niveau du réseau. Est-ce qu'il y a une question de statut? Par exemple, un centre social peut être certifié PIX? Alors, peut être centre de certification PIX? Oui. Alors, en tant que structure seule, s'il n'est pas organisme de formation, non. En revanche, en tant que structure appartenant à un réseau, là, il faudrait se référer au cahier des charges pour voir si le réseau serait éligible. D'accord. Alors, d'autres questions qui portent plus sur ABC-DIAG et ABC-PIX. Une question sur ABC-DIAG qui est demandée effectivement, est-ce que ça porte sur les 16 compétences ABC-DIAG ou juste sur une partie des compétences? Non, c'est la logique de parcours sur mesure où on va venir piocher au sein du référentiel de compétences certains sujets clés. Donc, en l'occurrence, pour la BCDIAC, vous l'aurez compris, il n'y a que 10 questions. Donc, on n'explore pas l'ensemble des compétences du référentiel de PIX. D'accord. Une autre question. Est-ce qu'il y a un parcours PIX spécifique pour les médiateurs numériques? Oui, alors sur le volet, on le disait, hein, PIX, c'est une plateforme qui a vocation à s'adresser à tout le monde. Hein, donc, ça vaut pour les personnes qui sont dans un parcours d'inclusion numérique, mais aussi pour les professionnels, dont les médiateurs numériques. Aujourd'hui, on travaille le sujet dans un premier temps dans le cadre du dispositif conseiller numérique, où PIX va être proposé à différents moments du parcours conseiller numérique en phase de prépositionnement, pendant la formation, à l'issue de la formation, où ils vont se voir proposer la certification. Donc, pour nous, l'idée, c'est de pouvoir construire justement un profil de compétences numériques du médiateur pour pouvoir contribuer éventuellement à des campagnes de valorisation à terme des compétences numériques des médiateurs. D'accord. Alors, une autre question qu'on va prendre aussi sur ABC-DIAG. Est-ce que le test ABC-PIX peut se faire de manière individuelle sans passer par un centre de médiation? Non, très bonne question. Effectivement, il y a 2 cadres distincts. L'ABC-DIAG, il est disponible sur le site de PIX. Un usager peut le faire librement sans avoir été invité à rejoindre le test. En revanche, l'ABC-PIX n'est pas accessible en ligne pour l'usager. Il ne peut être proposé que depuis un espace PIX-Orga, et on va y venir juste après, par une structure de médiation numérique. D'accord. Alors, une autre question. Oui, alors est-ce que peut-être que vous pourriez bien expliciter la différence entre un centre de certification agréé et un lieu qui peut utiliser PIX-Orga? Oui, il y a peut-être confusion en la matière. Exact, vous avez raison. Donc, effectivement, un centre de certification PIX, c'est une structure qui organise des sessions de certification, c'est-à-dire qui accueille des candidats, organise les sessions et enfin, voilà, vraiment gère les aspects logistiques de la certification. Une structure qui utilise PIX-Orga, ça va être qui
utilise Pix dans le cadre de l'accompagnement de ses usagers, de ses apprenants, elle va s'appuyer sur Pixorga et donc les parcours qui sont mis à disposition depuis Pixorga. Elle peut le faire sans être centre de certification. On peut s'appuyer sur Pix dans le cadre de son accompagnement et proposer à ses apprenants d'aller vers un autre centre de certification du territoire, par exemple. On peut proposer les deux, c'est-à-dire préparer à la certification Pix et être centre de certification. Et enfin, troisième cas de figure, on peut être centre de certification seul, sans proposer un accompagnement sur Pix au préalable. C'est vraiment deux choses distinctes. D'accord, merci. Alors, on va passer peut-être à une autre catégorie de questions. Alors, toujours sur ABCPix, ABCDIAC précisément, Word est mis en avant. ABCPix valorise-t-il l'utilisation de logiciels libres? On est dans Pix, enfin de façon générale, que ce soit dans ABCDIAG, ABCPix ou sur Pix, on n'est pas prescripteur du type d'outil utilisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois sur les questions qui nécessitent de télécharger un document texte, on va proposer les deux possibilités, c'est-à-dire logiciel libre et logiciel propriétaire. Et donc, pour répondre sur l'ABCPix, en l'occurrence, il y a, alors de mémoire, il y a très peu de questions dans l'ABCPix qui demandent de télécharger un document parce qu'on est vraiment sur des niveaux débutants. Donc, on développe plutôt des simulateurs embarqués dans les questions. Et là, les environnements proposés sont le plus neutres possible, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des marqueurs d'un logiciel libre ou propriétaire d'ailleurs. On essaie vraiment d'être le plus neutre possible. Une autre question. Alors, comment sont labellisées les structures réparties et quel en sera le coût? Alors, labelliser, je pense que ce n'est pas forcément, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne sais pas si c'est la certification PIX. Peut-être qu'on peut avoir une précision sur cette question. Sinon, on peut répondre pour les deux. Pardon. Alors, sur le volet Pixorga, donc l'accès à Pixorga, c'est un service qui est habituellement payant, mais qui est dans le cadre de notre partenariat avec le programme Société numérique qui est financé pour permettre la mise à disposition de Pix et donc de Pixorga au sein des structures de médiation numérique à titre gratuit. Voilà sur le volet Pixorga. Sur le volet devenir centre de certification, non, c'est pas payant. Il faut répondre à un cahier des charges, je le disais, qui est accessible depuis notre site internet. C'est la certification pour l'usager qui, en revanche, est payante, qui a un coût de 45 €. 10 € reviennent à Pix et 35 € reviennent au centre de certification pour couvrir ces coûts liés à l'organisation de la certification. J'espère que ça répond à la question, que ce soit sur l'un ou l'autre des sujets. Des questions complémentaires, on les verra passer. Donc, OK. Voilà, je pense que ce sera. Je pense que la réponse était complète. Alors, une intervention de Vanessa Pierre qui dit: je suis chargée d'intervention sociale dans un foyer jeunes travailleurs. Et qui, donc, il y a une création d'un espace numérique pour les résidents. Donc, elle a plusieurs questions. Alors, elle pose la question de savoir si effectivement il y a des outils de communication, type flyer, affiche ou autre, pour diffuser le service Pix. Ça, c'est la première question. Non, super, ça nous permet de faire la transition. Très bonne question pour enchaîner. Alors, justement, Déborah l'a dit, nous, on trouve que c'est un très beau projet, mais qui nécessite d'être quand même accompagné. Et nous, justement, on va proposer aux structures un kit de déploiement, c'est-à-dire qu'on va leur mettre à disposition via une plateforme gratuite et qui est assez intuitive et accessible, qui s'appelle Geniali, tout un kit de communication pour s'informer au mieux, c'est-à-dire avoir toutes les informations sur ABCPix, sur ABCDIAG et sur Pix dans la médiation numérique. On va par exemple pouvoir retrouver sur ce support l'ensemble des personas qu'on vous a présentés. Là aujourd'hui, on vous a présenté 2 personas, Laura et Robert, mais on a encore 4 autres personnages bien sympathiques. Donc vous allez pouvoir notamment retrouver des cas d'usage
sur notre support, mais on va également vous proposer, pour répondre à votre question, des kits de communication. Donc, on va retrouver sur ces kits de communication des affiches qui vont être des affiches prêtes à l'emploi ou personnalisables, c'est-à-dire que les structures vont pouvoir personnaliser avec leur logo et avec leur propre code campagne et description des parcours, personnaliser ces fiches pour ensuite, pourquoi pas, les donner aux usagers. On va également vous proposer des flyers ABC Diag à destination des usagers et vous mettre à disposition également le contenu des tests ABCPix pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Vous allez également pouvoir retrouver tout un espace vidéothèque avec une vidéo de présentation de Pix et également des vidéos tutos sur la prise en main de la plateforme. Donc voilà, un petit exemple de ressources qu'on peut télécharger et on ne vous cache pas qu'on vous a mis notre affiche favorite. Donc, ceci n'est pas une souris d'ordinateur, qui est en fait une affiche de communication qui vise à communiquer sur le dispositif Pix, notamment dans les structures, au sein des structures de médiation numérique. Donc, on a 6 ou 7 affiches comme ça qui se déclinent avec plein d'autres jeux de mots. Ceci n'est pas un pirate informatique. Voilà, ceci n'est pas un moteur de recherche. À droite, la fameuse affiche de l'espace conquête spatiale de Pix qui sert notamment à se repérer, en fait, à ce que les usagers puissent se repérer sur les différents outils qu'on leur propose de façon assez illustrée et schématique. Voilà pour répondre à la question. Voilà. Merci bien. Alors, si je peux me permettre, il y avait aussi d'autres questions dans la part de Vanessa Pierre. Puis-je me créer un compte pro pour prescrire? Et comment trouver les centres agréés Pix pour les certifications sur un territoire? On a précisé qu'elle est sur le territoire de Nevers. Alors, les centres agréés Pix, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site internet. Vous avez une rubrique certification sur laquelle vous allez pouvoir retrouver un document PDF qui est régulièrement mis à jour et qui va lister l'ensemble des centres de certification par territoire. Et pour la demande du coup de ce que la personne appelait un compte pro, donc ça on viendra à la toute fin de la présentation. Donc ça se passe aussi sur le site de Pix. Il faut faire une demande d'accès à ABCPix. Il y a un petit formulaire à remplir après. Hein, on n'est pas fan des procédures à outrance, mais l'idée c'est de pouvoir vous faire valider le cadre d'utilisation de Pix dans la médiation numérique. Ensuite, on instruit votre demande et on vous ouvre les accès. Très bien, merci. Je pense qu'on peut continuer à l'expliquer et puis on passera aux autres questions qui vont arriver au fur et à mesure. Ok, bah, merci en tout cas pour déjà ces premières questions. Donc, ce qu'on souhaitait vous présenter, c'est maintenant l'interface qui permet justement de proposer les parcours sur mesure. Donc, comme on le disait, par exemple, l'ABCPix n'est disponible que par invitation, invitation étant paramétrée depuis justement l'interface Pixorga. Donc, l'espace Pixorga de votre structure, c'est vraiment l'espace de gestion des campagnes d'évaluation que vous allez pouvoir proposer sur Pix, c'est-à-dire pouvoir proposer ces fameux parcours sur mesure à vos apprenants. Donc, cet espace, il va vous permettre 3 choses. La première, ça va être de lancer, de paramétrer ces campagnes d'évaluation. Deuxième chose, de pouvoir suivre l'avancement de vos participants dans ce test Pix. Et le troisième volet, pas des moindres, de pouvoir accéder aux résultats des participants. Tout ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo rapide qui parlera bien plus que mon PowerPoint. Donc là, je suis dans l'espace, dans mon espace Pixorga, donc où je retrouve, donc là j'en ai pas mal, mes campagnes d'évaluation que j'ai paramétrées. J'ai la possibilité, puisque je suis administrateur de cet espace, c'est-à-dire que c'est moi qui ai demandé l'accès concrètement à l'accès à Pixorga, donc depuis le site de Pix. Donc, je peux gérer les accès de mes collègues à cet espace. Et j'ai l'onglet documentation qui me permet de retrouver tout ce que vous a présenté Romain, c'est-à-dire concrètement, vous allez accéder au Geniali, à la présentation de Pix et à l'ensemble des ressources qu'on vous met à disposition. Donc concrètement, créer une campagne, ça va se passer comme ça. Je vais cliquer sur créer une campagne et je vais avoir différents éléments à paramétrer.
donner un nom à ma campagne, atelier messagerie avril 2021. Ensuite, j'ai la possibilité soit d'évaluer les participants, ça va vouloir dire proposer des parcours sur mesure, soit collecter les profils PIX des participants. Donc, on n'en a pas parlé, mais vous avez la possibilité de collecter les profils PIX directement de vos participants. Ça peut être notamment pertinent si vous avez des personnes qui sont, on a beaucoup parlé de débutants, mais à l'inverse, si vous avez des personnes qui sont déjà à l'aise, qui sont déjà allées sur PIX, vous pouvez leur demander de vous partager leur profil pour voir concrètement où est-ce qu'ils en sont. Donc, ça peut être soit en début de parcours si vous cernez de la personne que voilà, elle a déjà eu une vie sur Pix, soit en fin de parcours si éventuellement vous proposez la certification, vous proposez à votre apprenant d'aller se faire certifier dans un centre. Ça peut être intéressant de collecter son profil Pix au préalable pour voir où est-ce qu'il en est. Donc là, en l'occurrence, on est plus dans la logique d'évaluer les participants. Ensuite, j'ai la possibilité donc de choisir justement mon parcours sur mesure. Donc, je vais retrouver, là, j'ai beaucoup de parcours sur mesure parce que c'est mon compte de démonstration, mais j'ai retrouvé les différents parcours mis à disposition avec l'ABC Diag que je peux proposer avec ou sans création de compte à mon usager. À vous de voir si voilà, vous avez vraiment des grands débutants, on vous préconise plutôt de le proposer sans création de compte. Du coup, vos usagers n'auront pas à se créer un compte Pix avant de commencer l'ABC Diag. En revanche, si voilà, ils sont plus à l'aise, l'idée, c'est plutôt de leur proposer de se créer un compte Pix parce qu'ils vont tout simplement, ils vont pouvoir capitaliser au fur et à mesure des parcours que vous leur avez proposés. Ils vont pouvoir capitaliser dans leur profil Pix et donc, pourquoi pas prétendre un jour à la certification. Donc, c'est vrai que quand on commence à être un peu plus à l'aise, nous, ce qu'on préconise, c'est quand même la création de compte. Donc, là, j'ai proposé l'ABC Pix, utiliser la messagerie électronique parce que je propose un atelier sur la messagerie. J'ai ensuite la possibilité de demander un identifiant externe. Donc, par défaut, dans Pixorga, vont vous remonter comme information de vos usagers le nom et le prénom. Si jamais vous souhaitez avoir une information complémentaire, comme une adresse mail ou l'identité d'un prescripteur, par exemple, vous avez la possibilité de paramétrer un identifiant externe qui sera donc saisi par votre usager avant de rejoindre son parcours Pix. Ensuite, vous paramétrez le titre du parcours. Donc là, je vais mettre atelier autour de la messagerie. Donc là, le titre du parcours, il est visible par mes usagers. Donc, j'essaie de le rendre un peu sexy, ou en tout cas un peu lisible. Et j'ai la possibilité de paramétrer un texte de page d'accueil. Mais là, je vais pas le faire. Je crée la campagne. Une fois que j'ai créé la campagne, j'ai deux façons de la diffuser auprès de mes apprenants. Le premier, c'est le lien direct ici, que je peux copier-coller et transmettre à mes apprenants. Nous, ce qu'on préconise si vous êtes dans un contexte d'atelier, ça va être plutôt de marquer au tableau ou justement d'inscrire sur une des fiches qui vous est mise à disposition le code du parcours qui est composé de 6 lettres et de 3 chiffres, qui est plus facilement saisissable par vos usagers, surtout si vous avez des débutants. Voilà. Alors après, pour vous montrer comment ça se passe une fois que vous avez eu des participations, donc là, je vais aller voir donc, une campagne sur laquelle j'ai des participants, donc ABC Pix. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu 3 participants qui sont allés au bout du parcours et qui ont partagé leurs résultats. Donc les résultats, ils se matérialisent sous la forme d'étoiles, comme vous le voyez ici. Et pour avoir plus d'informations sur ce que ça veut dire, j'ai la possibilité donc de visualiser grâce au petit i ce que ça veut dire. Donc 2 étoiles, ça veut dire que l'utilisateur a déjà des premiers usages, sans doute à consolider sur certaines compétences. N'hésitez pas à consulter l'onglet Analyse pour découvrir les sujets à travailler. Donc là, j'ai donc une vue globale sur ce qu'on peut dire de lui ou d'elle en fonction de son test. J'ai aussi des petits macarons qui apparaissent ici, qui permettent de mettre en avant les thématiques que l'usager a particulièrement bien réussi dans le parcours. Donc, ça s'affiche pour information aussi de son côté. Là, par exemple, Jules, il a bien réussi la messagerie électronique dans son parcours ABC Pix. Il a bien réussi la création d'un texte. Et il a bien réussi le volet protection des données. Donc ça, c'est quelque chose qui peut le valoriser aussi lui de son côté et qui est intéressant aussi pour vous. Si je souhaite accéder aux détails, donc je vais cliquer sur mon usager. Donc, j'ai les résultats qui s'affichent, donc comme ce qu'on vient de regarder ensemble, donc sous la forme d'étoiles avec mes petits macarons.
et qui s'affiche ensuite en termes de pourcentage de maîtrise, compétence par compétence. Donc, je vous le disais, l'ABCPIX, il va venir piocher quelques sujets au sein des différentes compétences. Donc là, par exemple, au sein de la compétence mener une recherche et une veille d'information, mon usager s'est positionné sur 16 acquis, il en a validé 5. Donc là, vous avez la vision d'ensemble. Plus intéressant encore, c'est justement l'onglet Analyse qui vous permet d'avoir une vue détaillée sur les sujets qui sont à travailler en priorité, donc qui ont été le moins bien maîtrisés par notre usager Jules. Donc là, par exemple, je vois que l'installation sûre d'un logiciel, c'est un sujet qui est fortement recommandé, donc il y a le plus de petites bulles de recommandation, donc sur lequel éventuellement je peux insister ou éventuellement communiquer sur le tuto qui est recommandé par la communauté PIX. Donc, sachant que Jules, il va avoir le tuto depuis son profil, mais ça vaut le coup éventuellement de lui repartager. Ou vous, c'est aussi une ressource que vous pouvez utiliser pour vos séquences pédagogiques si vous jugez pertinent. Donc là, par exemple, l'installation sur d'un logiciel, je le disais, c'est à maîtriser. En revanche, Jules, il maîtrise plutôt bien l'impression d'un texte. Il identifie bien les ports informatiques ou il connaît ce qu'est un antivirus. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une vision très détaillée, puisque là, on est sur la BCPIX, donc il y a beaucoup de contenu, de ce que maîtrise ou ce que maîtrise moins Jules, tout en le valorisant, puisqu'on voit que Jules, il a quand même de bons résultats. Il a obtenu 2 étoiles au global sur son parcours. Il y a des thématiques qu'il maîtrise bien, mais il y a quand même des choses sans doute à améliorer. Hop. Voilà, donc là, c'est une démonstration rapide de Pixorga. C'est une interface qui est assez simple de prise en main, hein, comme vous le voyez. Dans l'onglet documentation, il y a un guide de prise en main de l'interface Pixorga qui est également indexé au scénario d'usage, c'est-à-dire pour chaque persona, on vous montre comment concrètement dans Pixorga ça peut être mis en place. Donc, n'hésitez pas à consulter cet onglet documentation ou à nous faire des retours si vous le trouvez incomplet ou si voilà, vous avez des questions. Hop, j'essaie de retourner. Voilà, j'ai réussi. Hop, alors je reviens. Alors, le dernier élément qu'on voulait voir avec vous avant de repasser aux questions, c'est concrètement comment faire pour demander donc plutôt un accès à ABCPIX, puisque vous l'aurez compris, côté ABC Diag, donc c'est disponible sans démarche préalable. Donc, en général, toutes les informations sont disponibles donc, sur pix.fr/médiation numérique. On le disait, pour les structures qui sont plus dans une posture d'orienter vers des structures qui vont accompagner. Donc, l'outil, ça va être l'ABC Diag. Donc, il est disponible sur le site de PIX sans aucune démarche préalable. Vous avez également les flyers spécifiques à l'ABC Diag qui sont directement disponibles sur le site de PIX. Pour les structures qui accompagnent, en revanche, il y a une petite démarche à faire. Donc, il faudra déposer un dossier sur la plateforme Démarche Simplifiée qui héberge le formulaire, qui est disponible depuis le site de PIX pour pouvoir bénéficier d'un accès à ABCPIX. Donc, les structures éligibles sont les structures proposant des activités de médiation numérique. Et si vous avez des doutes quant à votre éligibilité, vous avez des informations complémentaires sur notre service support, donc support.pix.fr, et de toute façon, vous pouvez nous contacter en cas de doute, on vous répondra. Voilà sur ce qu'on pouvait vous dire. J'imagine que ça a suscité d'autres questions. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu des questions complémentaires effectivement qui ont été posées. 2 questions alors, qui sont en lien avec les complémentarités potentielles avec d'autres plateformes. Concernant ABC Diag, ce Diag me fait penser un peu au bon clic. Quelles sont les complémentarités et comment se fait la promotion de PIX auprès des partenaires type Pôle emploi qui orientent vers les bons clics? Oui, très bonne question. Effectivement, l'ABC Diag, les bons clics et l'ABC Diag ont deux positionnements différents.
l'ABC-Diag, comme on vous l'a présenté avec la Galaxy Pix, ce n'était pas anodin. L'idée, c'est vraiment c'est un espèce de produit d'appel pour commencer à rentrer dans Pix et à développer ses compétences numériques. Donc, il y a vraiment la logique de progression et l'ABC-Diag n'est que le premier pas dans cette démarche de progression. C'est vraiment Pix, voilà, c'est développer les compétences numériques, on l'a dit depuis le début. Les bons clics, il y a certes sur le volet diagnostic, donc il y a aussi le volet pouvoir diagnostiquer rapidement ses compétences numériques. Eux sont plus positionnés sur le volet outillage des aidants, après dans l'accompagnement, et moins sur le côté accompagnement, développement des compétences numériques. Donc on ne pourra pas développer ces compétences en s'appuyant sur les bons clics. Donc c'est là où les deux outils, même si la porte d'entrée peut être assez proche, les deux outils divergent ensuite dans la promesse de l'accompagnement. Les bons clics, ça va être plus dans l'outillage des aidants, et PIC, ça va être dans l'accompagnement, la montée en compétences et l'outillage des médiateurs dans cet aspect-là. Par rapport à Pôle emploi, on ne l'a pas dit, on se déploie également dans le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, mission locale Cap emploi, et d'ailleurs 96%, on a regardé ce matin, des missions locales de Bourgogne-Franche-Comté utilisent PIX. C'est une de nos grosses régions utilisatrices, en tout cas sur le volet mission locale. Sur le volet Pôle emploi, il est prévu que les nouveaux demandeurs d'emploi passent un test PIX de diagnostic de façon systématique, en tout cas dans le cadre de la mise en place de la journée, donc j'oublie le nom, du kit de démarrage, il me semble que ça s'appelle, c'est-à-dire la nouvelle journée d'accueil des demandeurs d'emploi. Dans le déroulé, PIX sera proposé donc aux demandeurs d'emploi. D'accord. Et une autre question, alors c'est une plateforme un peu différente. Travaillez-vous en relation avec FunMOOC? Pas à ma connaissance, pour être tout à fait transparente, pas encore. Alors, une question alors plutôt en lien avec le monde des entreprises. En fait, il y a deux questions qui se complètent. La première, c'est la certification PIX peut-elle être valorisée auprès des entreprises? Et oui, y a-t-il de la communication faite à la rencontre pour donner une idée de ce que PIX peut apporter à un candidat potentiel? Et une question effectivement qui est un petit peu en lien, c'est existe-t-il des badges de compétences pouvant être copiés-collés sur un CV? En fait, on est vraiment sur la question de la valorisation de la certification PIX. Oui, alors déjà sur le volet reconnaissance, donc PIX, la certification PIX est finançable via le compte personnel de formation, puisque c'est une certification inscrite au répertoire spécifique de France Compétences. Ensuite, deuxième élément, on se déploie également directement en fait, dans les entreprises pour l'accompagnement, la montée en compétences des salariés. Donc PIX commence aussi à être reconnu dans les entreprises, par exemple Vinci, par exemple le Crédit Agricole, avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui s'appuie sur PIX pour le volet montée en compétences numériques. Un élément qui va contribuer également fortement à la reconnaissance et à la connaissance par les acteurs de la certification PIX, c'est que progressivement, tous les collégiens et les lycéens vont arriver sur le marché du travail avec une certification PIX. Donc progressivement, en fait, ça va être de plus en plus connu. Là, on existe depuis 3 ans, donc je ne parierai pas sur le fait que toutes les entreprises du territoire connaissent PIX, mais progressivement, dans les années à venir, la certification sera de plus en plus connue. Alors, une autre question. ABC-Diag sans création de compte, on peut le lier avec le compte que la personne se créera peut-être plus tard pour ne pas perdre les données. Non, du coup, quand c'est sans création de compte, ça veut dire que les résultats sont perdus, en tout cas pour l'instant, à la fin. Donc, il faudra repasser éventuellement l'ABC-Diag avec une création de compte pour pouvoir garder les PIX gagnés et les déverser dans son profil. On envisage une des évolutions justement de l'accès sans compte, ce serait de pouvoir permettre la création de compte à la fin, mais pour l'instant, ce n'est pas disponible. D'accord. Et puis, on a une question alors, concernant la certification PIX. Comment s'intitulent les niveaux validés, à l'instar de B2I, P2I, etc. Là, c'est ce qu'on vous a
présenter, en fait, on s'inscrit dans le cadre européen, donc qui décrit les niveaux comme on vous les a présentés, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, et adossé à ces niveaux, il y a des textes explicatifs. Niveau 1, c'est plutôt pratique débutante, etc., etc. Mais c'est de cette façon-là que ça se présente aussi dans le certificat PIX. D'accord. Alors, dernière question concernant ABCDIAG et ABPPIX, des traductions en plusieurs langues sont-elles... Alors, j'ai perdu la question. Sont-elles envisagées? C'est ça. Oui, oui. En fait, dans le cadre d'un projet avec l'UNESCO, on a été amené à déployer une version francophone de PIX. Vous allez me dire, c'est bizarre de traduire PIX en version francophone. C'est-à-dire qu'on a décontextualisé PIX du contexte français pour proposer donc des épreuves francophones. Donc, c'est un premier cadre de déploiement hors France. Le deuxième, c'est qu'on a traduit PIX en anglais. Et donc, les parcours sont aussi disponibles en anglais, pas systématiquement, c'est-à-dire si demain vous avez besoin des parcours en anglais, il faudrait nous le faire remonter spécifiquement parce qu'on ne met pas nativement en fait, à disposition. Mais c'est disponible aujourd'hui. En revanche, du coup, on enlève tout ce qui est en lien avec les services administratifs, avec France Connect, que l'on a par exemple dans le parcours ABCPIX. Donc, il y a quelques variations sur le contenu. Mais Pix est disponible en anglais. Si vous tapez pix.org, vous allez tomber sur la version en anglais. D'accord. J'ai une question qui sort peut-être un petit peu du cadre, mais concernant la certification PIX, la question est de savoir quel est le coût en fait, d'une certification PIX. Oui, donc comme on le disait tout à l'heure, 45 €. C'est un prix conseillé puisque c'est les centres de certification qui fixent le coût en fonction aussi de ce que ça leur coûte. Par exemple, s'ils font une session hors les murs, parce que c'est une des possibilités pour un centre de certification de se déplacer et d'organiser une session éventuellement hors les murs. Donc 45 €, 35 € reviennent au centre, 10 € reviennent à PIX. Sachant que cette certification, comme on le disait, elle est finançable via le compte personnel de formation dans le cadre d'une formation préparant à la certification PIX. D'accord, c'est bien. Je check un peu les questions. En attendant, Déborah Romain, je vais vous poser une question. Y a-t-il un partenariat spécifique avec les points France Service ou sont-ils considérés comme des espaces de médiation comme les autres? Alors, on n'a pas une réponse uniforme, mais je pense que c'est normal, c'est parce que sur le terrain, ce n'est pas uniforme non plus. Disons que un peu par défaut, on a plutôt pensé que c'était des espaces qui avaient vocation à orienter vers, c'est-à-dire qui allaient plutôt s'inscrire dans la démarche ABC-DIAG. Après, si on a des espaces qui ont mis en place des activités de médiation numérique, ils peuvent tout à fait bénéficier du coup de ce qu'on a présenté. Et je continue avec une question, puisque ça n'a pas été clairement évoqué. On a bien parlé de l'accès à Pixanga pour les lieux de médiation numérique. Y a-t-il un coût d'accès pour la structure porteuse à Pixanga? Non. Voilà. Non, comme on le disait tout à l'heure, et pardon si ce n'était pas clair, disons que le modèle économique de PIX, pour le dire comme ça, c'est mettre à disposition donc l'accès citoyen à tous gratuitement. Ensuite, quand on se déploie dans des organisations, donc on le fait via donc, ce qu'on vous a présenté, l'interface Pixorga, qui est un service payant, mais dans le cadre de la médiation numérique, qui est financé, dont la mise à disposition est financée par le programme Société numérique pour les structures de médiation numérique. Donc, c'est j'aime pas le terme gratuit parce que voilà, c'est financé par l'ANCT pour que les structures de médiation numérique puissent en disposer gratuitement. Pour être tout à fait complète et la plus transparente possible.
Pour l'instant, après, je pense que c'est lié à ta réponse, hein, Déborah, mais je repose la question. On demande s'il y a le prix de la formation du référent en cas d'agrément de structure. Agrément en tant que centre de certification? Oui. La formation n'est pas payante. Enfin, un centre qui s'agrée, enfin, la procédure est gratuite, la formation est gratuite. Ce qui est payant, en revanche, il me semble, c'est le coût d'une visite de contrôle. Il me semble que ce n'est pas systématique. Là, je ne voudrais pas vous donner des informations incomplètes. Mais en tout cas, sur le volet dépôt de l'agrément et montée en compétence de la structure sur comment organiser une session de certification PIC, c'est gratuit. Et enfin, une petite question, mais qui va sortir du cadre du webinaire, mais qui est très intéressante aussi. Est-ce que le test ABCPIX peut se faire de manière individuelle sans passer par un centre de médiation? Non. Non. Aujourd'hui, c'est l'ABC Diag qui est disponible sur le site de PIX. L'ABC PIX ne se fait que dans un contexte prescrit, c'est-à-dire où un usager est invité par une structure de médiation numérique par exemple, à rejoindre un parcours sur mesure. Alors, j'ai une autre question aussi. Quand une personne passe par ABCPix, peut-elle passer sur la version libre pour pouvoir continuer par la suite? Bien sûr, c'est l'objectif, hein, d'où l'idée de la galaxie. Enfin, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier à tout le monde de l'interface grand public. D'ailleurs, quand un usager se crée un compte parce qu'il a été invité, par exemple, à rejoindre l'ABCPix par sa structure de médiation numérique, il se crée son compte PIX, il commence à gagner des PIX. Et une fois qu'il a terminé son parcours ABCPix, en fait, il peut continuer de chez lui à s'entraîner librement. Et puis, alors une question concernant ABCPix et Pix Emploi. La question porte de savoir si effectivement, s'ils sont calés sur les mêmes compétences. Pas pour les mêmes évaluations. Ouais. Pas tout à fait. Donc, je le disais, on se déploie dans le service public de l'emploi. Donc, dans les missions locales, les Cap Emploi et Pôle Emploi, ce n'est pas ABCPix qui est utilisé, c'est effectivement le parcours que l'on appelle Pix Emploi. Donc, c'est le même principe de parcours sur mesure qui vient piocher des compétences dans le référentiel de Pix. Dans Pix Emploi, on va venir piocher des compétences plus professionnelles, là où dans l'ABCPix, on est vraiment orienté e-citoyenneté. Donc, il y a des zones de recoupement, évidemment, mais en revanche, par exemple, dans le diagnostic Pix Emploi, on va aller un petit peu plus sur les réseaux sociaux, on va aller plus loin sur le traitement de texte, sur la collaboration sur un document, etc. D'ailleurs, j'en profite, si certains d'entre vous, voilà, dans le cadre de vos scénarios d'usage, accompagne en fait plutôt moins dans une logique d'inclusion numérique et plus dans une logique d'inclusion professionnelle parce qu'ils reçoivent des publics prescrits par Pôle emploi. Ben, on peut vous mettre à disposition ces tests-là si c'est plus pertinent. Là aussi, n'hésitez pas à nous en faire la demande. C'est vrai que disons que si vous nous faites la demande, on vous met à dispo ABCPix, mais voilà, on pourra voir en fonction de vos scénarios d'usage si c'est pertinent pour vous mettre à disposition des tests complémentaires. Et est-ce que ce serait mis à disposition dans le même cadre qu'ABCPix? Ce serait disponible depuis Pixorga également. D'accord. Parcours sur mesure, c'est vraiment disponible depuis Pixorga. Alors, j'ai une question concernant le diagnostic et puis les personnes en situation de handicap. En parlant d'inclusion professionnelle, est-ce que PIX est aussi fait pour les personnes en situation de handicap? Pas suffisamment encore aujourd'hui. Sur l'accessibilité de la plateforme, il me semble qu'on est à un peu plus de 50%. Donc, on a encore du travail à faire pour être totalement accessible pour des personnes en situation de handicap. D'accord, donc si je comprends bien, c'est un petit peu en travail actuellement. Oui, bah c'est un travail un peu perpétuel. Hein. Quand on développe une plateforme, c'est des travaux qui sont toujours en cours. Donc là, on sait qu'on en a un peu derrière nous, encore devant. Donc voilà, c'est un point qui est bien identifié, qu'on travaille en continu pour faire en sorte d'améliorer l'accessibilité de la plateforme.
Alors, une question qui concerne une demande de précision pour avoir vraiment accès à Pixorga en tant que médiateur numérique dans le cadre d'un tiers-lieu. Alors, j'imagine que par rapport à la question, on n'est pas dans le cadre de certification, mais plutôt d'utilisation d'ABCPix, ABCDIAC. Oui, pour accompagner ces publics. Donc, depuis le site de Pix, donc pix.fr/médiation numérique, vous aurez l'accès pour nous déposer une demande donc, que l'on instruit ensuite. Ah, merci. Le lien est remis. Alors, pour le moment, j'ai plus de questions à l'affichage. Eh bien, super. Ça veut dire qu'on a répondu à tout. Et qu'on va pouvoir conclure. OK. Eh bien, merci Déborah, merci Romain d'avoir nous avoir accordé ce temps et d'avoir présenté tous les outils Pix en faveur de la médiation numérique et d'avoir répondu aux questions. Je remercie aussi Gilles Delamarche et Mathias Murmillo pour leur présentation de MENNUM BFC et du GIP Territoire Numérique. Merci à tous les inscrits et les participants de nous avoir suivis pendant cette heure et demie pour ce deuxième webinaire MENNUM BFC. Il y en aura d'autres, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet et de vous inscrire à Résonum pour suivre nos dernières actualités. Pour toute demande d'informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter via contact@mennum-bfc.fr et vous retrouverez le replay de ce webinaire directement sur notre site internet. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir.